Son propre beau-père l'a offerte, pour payer une dette. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle choisirait de sauter dans une rivière sauvage plutôt que de lui appartenir. Ce que personne ne savait, c'est que cette chute allait tout changer. Pour toujours point le soleil frappait fort sur le sol sec du petit village. Une brise chaude soulevait la poussière devant les portes d'une taverne en bois. Élise restait debout dehors, serrant entre ses doigts usés le manche d'un vieux panier. Elle ne disait rien. Elle savait déjà que quelque chose de mauvais allait arriver. À l'intérieur, son beau-père, Benoît, buvait sans arrêt. Ses joues rouges brillaient de sueur et d'alcool. Il riait fort, sans se soucier des regards des autres. Cela faisait des jours qu'il ne parlait plus que de dettes, de problèmes et de solutions rapides. Soudain, la porte battante de la taverne grinça. Un homme entra. Grand, mince, le visage sec comme l'écorce d'un vieil arbre. C'était Brégard. Tout le monde le connaissait ici. Il ne souriait jamais. Il ne criait jamais. Mais quand il venait voir quelqu'un, ce n'était jamais bon signe. Élise le vit entrer et son cœur se mit à battre plus vite. Elle colla son dos contre le mur, essayant de devenir invisible. À travers la fenêtre sale, elle aperçut Brégard s'approcher de Benoît. Ils parlèrent bas. Mais Benoît, comme toujours, s'énerva vite. Il frappa la table avec son verre vide. Puis, il pointa du doigt vers l'extérieur. Vers elle. Élise sentit ses jambes se raidir. Son estomac se noua. Elle voulait courir, mais ses pieds restaient figés. Les deux hommes sortirent ensemble quelques instants plus tard. Brégard l'observa sans expression, comme on regarde un objet. Elle a l'air solide, dit-il simplement. Benoît rit d'un rire sans joie. Elle vaut bien plus que l'argent que je te dois. Élise recula d'un pas. Je ne suis pas à vendre. Mais Benoît ne la regardait même pas. Il tapota l'épaule de Brégard. Elle part avec toi demain matin. Ce sera réglé. La voix de Brégard resta calme. Si elle tente de fuir, je reviendrai chercher autre chose. La peur d'Élise devint une boule brûlante dans sa gorge. Cette nuit-là, alors que Benoît ronflait dans la pièce voisine, elle resta assise sur le sol, ses maigres affaires à côté d'elle. Le cœur lourd. Les yeux ouverts. Elle savait qu'elle ne pourrait compter que sur elle-même. Et que le moment de fuir approchait. Le matin n'était pas encore là. Le ciel restait sombre, mais la chaleur de la nuit faisait coller les vêtements à la peau. Élise n'avait pas dormi. Elle s'était assise près de la porte, les yeux rivés sur les ombres. Chaque craquement du bois la faisait sursauter. Benoît s'était réveillé quelques heures plus tôt, toujours avec l'odeur forte de l'alcool autour de lui. Il n'avait rien dit au début, puis il avait souri d'un air mauvais. « Prépare-toi » avait-il murmuré. « Demain, tu pars avec Brégard. Tu vas régler mes erreurs. » Élise n'avait pas répondu. Elle avait simplement hoché la tête. Elle savait que résister ne changerait rien. Pas encore. Quand tout devint silencieux dans la maison, elle se leva lentement. Elle prit son vieux sac en toile. Dedans, elle glissa un petit peigne en bois, une photo pliée de sa mère et un morceau de pain dur. Rien d'autre ne lui appartenait. Elle ouvrit la porte sans bruit, priant pour que les gonds ne grincent pas. Elle retint son souffle. Rien. Pas un son. Dehors, l'air était lourd, presque étouffant. Elle s'éloigna à pas rapides, les pieds nus dans la poussière. Elle prit la direction opposée au village, vers les montagnes lointaines. Le chemin était difficile. Il n'y avait pas de sentier, seulement des rochers, des buissons secs et des branches basses. Mais elle n'avait pas peur de se blesser. Ce qui la suivait était bien pire. Chaque bruit dans la nuit lui semblait être un pas. Chaque ombre lui faisait croire que Brégard ou Benoît étaient déjà là, juste derrière. Mais elle continuait. Elle tombait, se relevait, courait, puis marchait à nouveau. La peur poussait ses jambes plus fort que jamais. Le ciel commença à pâlir à l'est. Une lueur timide éclairait les cimes des arbres. Élise s'arrêta quelques secondes, haletante. Elle posa la main contre le tronc rugueux d'un vieux chêne. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal aux tempes. Devant elle, la forêt devenait plus dense, plus sombre. Elle ne savait pas ce qui s'y cachait. Des bêtes? Des hommes pires encore? Mais une pensée simple traversa son esprit, mieux vaut affronter l'inconnu que retourner entre leurs mains. Alors, Élise reprit sa marche. D'un pas lent, mais décidé. Le soleil venait à peine de se lever quand Élise entendit le bruit qu'elle redoutait depuis le début. Le galop rapide de plusieurs chevaux. Il n'était plus loin. Elle accéléra, ses jambes lourdes de fatigue. La forêt devenait plus claire. Entre les troncs, elle aperçut une ligne de lumière. Elle espéra que c'était un champ, une ouverture. Mais ce n'était pas un champ. C'était un ravin. Elle s'arrêta net. Devant elle, la terre s'effondrait brusquement, laissant place à un vide impressionnant. Tout au fond, une rivière sauvage courait entre les rochers, bruyante, violente, indomptable. Derrière elle, des voix. Brégard. Et d'autres hommes. Là. Je la vois. Élise tourna la tête. 3 cavaliers surgirent entre les arbres.
L'un d'eux tenait une corde. L'autre riait. Benoît n'était pas là. Mais cela ne changeait rien. Il venait pour elle. Elle recula jusqu'au bord du précipice. Le vent soulevait ses cheveux sales et emmêlés. Elle jeta un dernier regard derrière elle. Les hommes mettaient pied à terre. Brégard s'avança doucement. « Inutile de fuir, dit-il. Tu ne veux pas sauter là-dedans? Tu n'en ressortiras pas. » Élise ne répondit pas. Elle regarda la rivière au fond. L'eau bouillonnait entre les pierres. C'était fou. C'était sûrement la mort. Mais rester ici, c'était pire. Brégard fit un pas de plus. « Viens, maintenant. Sois raisonnable. » Élise serra les poings. Puis elle ferma les yeux. Et sauta. Le monde disparut dans un cri de vent et un choc glacé. L'eau la frappa comme un mur. Elle tomba, fut roulée, engloutie. L'eau entra dans sa bouche, dans son nez. Elle se débattait, mais ses bras n'obéissaient plus. Des pierres la griffaient. Des branches la frappaient. Son sac avait disparu. Son souffle aussi. Elle pensa qu'elle allait mourir ici. Que peut-être, c'était mieux ainsi. Mais une branche la retint soudain. Coincée entre deux rochers. Elle s'y agrippa de toutes ses forces. Le courant voulait l'arracher, mais elle tenait bon. Puis tout devint noir. Le dernier son qu'elle entendit fut celui de l'eau, plus fort que tout. Et le dernier mot dans sa tête fut simple, faible, mais clair, vivre. Le craquement du feu fut le premier son qu'Élise entendit. Puis l'odeur du bois brûlé. Elle ouvrit les yeux avec peine. Tout était flou. Sa tête lui faisait mal, ses bras étaient lourds, et chaque respiration réveillait une douleur vive dans sa poitrine. Elle était couchée sur une couverture rude, près d'un foyer en pierre. La lumière du feu dansait sur les murs d'une cabane simple, construite en bois brut. Chaque meuble semblait fait à la main. Il n'y avait ni luxe, ni désordre. Juste l'essentiel. Un homme était assis à quelques pas d'elle. Grand, le visage marqué par les années, les cheveux noirs tirés en arrière, les yeux sombres comme la terre mouillée. Il ne parlait pas. Il tendit une tasse fumante vers elle. « Bois. Cela te réchauffera, dit-il d'une voix grave. » Élise essaya de s'asseoir, mais un gémissement s'échappa de ses lèvres. L'homme se leva lentement et s'approcha, sans geste brusque. Il glissa un bras sous ses épaules pour l'aider. « Je m'appelle Takoda, dit-il simplement. Je t'ai trouvé dans la rivière, accroché à des branches. Tu étais froide, presque sans souffle. » Élise murmura un faible merci. Ses lèvres tremblaient. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était vivante. Elle observa l'homme. Il ne ressemblait à personne du village. Il portait une tunique en cuir souple et des bracelets tressés à la main. Son regard était calme, mais profond, comme s'il avait vu beaucoup de choses et appris à se taire. « Ils vont me chercher, souffla-t-elle. Takoda hocha la tête. Personne ne vient sur mes terres sans que je le sache. Il n'en dit pas plus. Il retourna s'asseoir près du feu. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était paisible, presque protecteur. Pendant des heures, Élise dormit par intervalles. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, Takoda était là. Toujours calme. Toujours silencieux. La nuit tomba dehors. Les ombres s'étendaient sur la cabane. Élise regarda le feu danser. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait ni peur ni douleur. Juste une fatigue profonde, et une étrange sensation de sécurité. Les jours suivants passèrent sans bruit. Élise ne savait pas encore si elle avait fui vers la liberté ou simplement vers un autre piège. Elle ne parlait presque pas. Takoda non plus. Chaque matin, elle se réveillait sur la même couverture, le même feu doux dans la cheminée. Le soleil entrait par la petite fenêtre carrée. Elle entendait parfois le bruit d'une hache au loin, ou le palan d'un cheval dans la cour. Takoda se levait tôt. Il préparait des décoctions d'herbes et changeait les bandages sans rien demander. Il posait de l'eau fraîche près d'elle. Puis il repartait s'occuper de ses bêtes ou de la terre, silencieux, droit comme un arbre ancien. Élise le regardait de loin. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance. Mais il ne forçait rien. Il ne posait pas de questions. Et il ne s'approchait jamais sans nécessité. Le troisième jour, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, une jeune femme apparut à cheval. Elle descendit devant la cabane avec un panier sous le bras. « Bonjour » lança-t-elle d'une voix claire. « J'ai apporté les plantes comme tu m'as demandé, Takoda. » Elle entra sans hésiter et s'arrêta net en voyant Élise. « Oh, tu as une invitée » demanda-t-elle en la fixant avec curiosité. Takoda fit un simple geste de la tête. « Elle a besoin de repos » répondit-il calmement. La jeune femme s'approcha doucement d'Élise avec un petit sourire. « Je m'appelle Mariette. Je viens du hameau derrière la colline. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. » Elle sortit du panier plusieurs sachets d'herbes séchées, des racines, et même un petit pot de miel. « Cela t'aidera à guérir » dit-elle en posant doucement sa main sur la couverture. Ce fut la première fois qu'Élise sentit quelque chose d'étrange, une chaleur.
Un contact humain sans menace, sans attente. Elle hocha lentement la tête. Merci, murmura-t-elle. Mariette resta un moment. Elle parlait un peu, pas trop. Juste assez pour faire oublier les silences lourds. Puis elle repartit. Le soir venu, Élise s'assit seule près du feu. Takoda sculptait un morceau de bois sans lever les yeux. Et Élise comprit quelque chose de simple, le silence ici ne faisait pas peur. Il guérissait. Le 4e matin, le vent avait changé. Il portait une odeur lointaine, quelque chose de sec, d'inquiétant. Takoda l'avait senti dès l'aube. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, et ses gestes étaient devenus plus rapides, plus précis. Élise, toujours faible, observait depuis la cabane. Elle sentait elle aussi cette tension étrange, comme un fil tendu dans l'air. Vers midi, le bruit d'un cheval rompit le calme. Mariette apparut au galop. Son visage était pâle. Son cheval soufflait fort, couvert de poussière. « Takoda » cria-t-elle en descendant de selle. « Il faut que je te parle, tout de suite. » Il s'approcha. Mariette le prit à part, mais Élise entendit quand même quelques mots. Des hommes. 3, peut-être 4. Armés. Ils posent des questions au village. Ils cherchent une fille disparue. Le cœur d'Élise se serra. Mariette ajouta à voix basse, ils disent que Benoît accuse des bandits de l'avoir enlevée près de la rivière. Ils racontent qu'elle était fragile, désorientée. Qu'il voulait juste la protéger. Takoda ne répondit pas tout de suite. Puis il leva les yeux vers la colline. Ce n'est pas un père qui parle, dit-il simplement. C'est un marchand qui ment. Mariette acquiesça. Les villageois sont divisés. Certains ne disent rien. D'autres commencent à croire que tu caches quelqu'un ici. Elle regarda Élise avec inquiétude. Ils ne savent pas qui tu es. Mais si ces hommes continuent, ils finiront par venir jusqu'ici. Takoda rentra dans la cabane sans un mot. Il ouvrit un coffre sous le lit. Il en sortit 2 fusils, de la corde, et un petit sac de poudre. Élise se leva avec difficulté. Tu crois qu'ils vont venir? Il la regarda. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient sombres. Je ne me prépare jamais pour rien. Puis il se tourna vers elle. Si je te demande de courir à nouveau, tu peux? Élise hocha lentement la tête. Oui. Ce soir-là, la cabane ne fut pas éclairée. Takoda renforça les fenêtres avec des planches épaisses. Il posa des pièges autour de l'enclos. Et il plaça une vieille cloche au-dessus de la porte. Dans l'obscurité, ils restèrent assis, sans parler. Mariette était repartie, mais avait promis de revenir avec des nouvelles. Le feu ne brûlait pas. Mais dans les yeux d'Élise, une flamme s'était rallumée. Elle ne voulait plus fuir. Pas encore. La nuit était tombée sans bruit. Dehors, la forêt semblait retenir son souffle. Aucun bruit de cheval. Aucun cri. Rien. Seulement le vent qui passait doucement entre les arbres. Takoda avait finalement allumé un petit feu. Pas pour se réchauffer. Juste assez pour faire danser la lumière sur les murs de bois. Élise était assise en face de lui, les jambes repliées sous une couverture. Elle n'avait rien mangé ce soir-là. Son regard restait fixé sur les flammes, comme si elle cherchait quelque chose à l'intérieur. Takoda ne disait rien. Il taillait un morceau de bois avec patience, ses mains calmes, ses gestes lents. « J'avais 6 ans quand ma mère est morte », murmura Élise soudainement. Takoda releva à peine les yeux. Il écoutait. « Mon père est parti peu après. Personne ne sait où. Alors ma mère s'est remariée, avec Benoît. Il buvait déjà à l'époque. Il disait qu'il nous protégeait. Mais il a brisé tout ce qu'il touchait. » Elle avala difficilement sa salive. « Quand j'ai eu 13 ans, il a commencé à parler de moi comme d'un poids. Comme si je lui devais quelque chose. Il m'a interdit de partir. Il disait que j'étais à lui, que je devais lui obéir. » Le feu craqua doucement. Takoda ne bougeait pas. Et puis, il a décidé que sa dette devait être payée avec moi. Comme si j'étais un objet. Alors j'ai fui. Je n'avais pas de plan. Seulement la peur. Un silence suivit ces mots. Un silence qui ne faisait pas mal. Un silence qui guérissait. Takoda posa le couteau à côté de lui. Il fouilla dans une petite boîte en cuir, près de son sac. Il en sortit un vieux médaillon rond, accroché à une fine corde tressée. Il s'approcha d'Élise et le déposa dans sa main. « Il appartenait à ma mère », dit-il simplement. Elle disait toujours que survivre, c'était déjà une victoire. Il la regarda dans les yeux. « Tu as survécu ». Élise sentit sa gorge se serrer. Ses doigts refermés sur le médaillon tremblaient. Elle ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle pleura sans honte. Des larmes douces. Des larmes qui ne faisaient pas mal. Le matin était encore jeune lorsque Takoda se figea sur le pas de la porte. Il observait la colline avec attention. Une poussière fine s'élevait au loin. Pas naturelle. Pas portée par le vent. « Ils arrivent », dit-il simplement. Élise se leva sans poser de questions. Elle attrapa les planches qu'il lui avait préparées la veille. Ensemble, ils clouèrent les fenêtres,
renforcèrent la porte, et cachèrent les traces autour de la cabane. Le bruit des sabots se rapprochait. Lent. Prudent. Il n'y aurait pas de visite amicale aujourd'hui. Reste à l'intérieur, murmura Takoda. Mais Élise secoua la tête. Je reste avec toi. Takoda ne protesta pas. Il lui tendit un vieux fusil, chargé. Ses yeux étaient calmes, comme s'il avait déjà vécu 100 fois ce genre de moment. Vers midi, les hommes étaient en place. Ils ne s'approchèrent pas tout de suite. Ils encerclèrent la cabane à distance. Ils observaient. Puis une voix cria. Nous voulons juste parler. Rendez-nous la fille, et personne ne sera blessé. Élise reconnut cette voix. C'était celle d'un des hommes qui avait ri au bord du ravin. Takoda répondit sans crier. Sa voix portait pourtant. Elle n'est plus votre affaire. Un silence tendu s'installa. Puis un coup de feu claqua. Il toucha le sol près du puits. Takoda tira à son tour. Juste au-dessus d'un buisson. Les hommes reculèrent. L'après-midi s'écoula lentement. Chacun guettait l'autre. Élise restait près d'une fenêtre, fusil en main. Ses mains tremblaient un peu. Mais ses yeux ne fuyaient pas. Le soleil commença à baisser. Les ombres s'allongeaient. Les ennemis devenaient plus nerveux. Soudain, un galop rapide fendit le silence. C'était Mariette. Elle cria en s'approchant de la cabane. Le shérif arrive. Il est en route avec 2 adjoints. Les hommes dans la forêt s'agitèrent. Ils se consultèrent, chuchotèrent, reculaient déjà. Mais un seul ne bougea pas. Benoît. Il descendit de cheval et s'avança lentement. Il titubait. Une bouteille dépassait de sa sacoche. « Elle est à moi » hurla-t-il. « Vous ne pouvez pas me la prendre. » Il sortit une arme. Il courut vers la cabane. Takoda se leva d'un bond, son fusil à la main. Et dans les yeux d'Élise, il n'y avait plus de peur. Seulement du feu. Benoît hurlait toujours. Sa main frappa violemment la porte de la cabane. Le bois craqua, mais ne céda pas. Derrière lui, les autres hommes hésitaient. Ils n'avaient pas prévu cela. Ni cette résistance. Ni l'annonce de Mariette. Soudain, une autre voix s'éleva. Calme. Ferme. Cela suffit. Un homme à cheval s'avança, les rênes serrées dans une main, une arme dans l'autre. Il s'appelait Joris, un tireur payé par Brégard. Jusqu'à maintenant, il avait observé, silencieux. Mais quelque chose dans les gestes de Benoît l'avait fait reculer. « Recule, Benoît, dit-il. Tu n'as plus de droit ici. » Benoît se tourna, furieux. « Tu es payé pour me couvrir. Je suis payé pour chercher une fille, pas pour assister à une vengeance sale. » Il braqua son arme sur Benoît. Celui-ci recula d'un pas, surpris. Dans ce moment suspendu, un bruit de galop résonna au loin. Puis des voix. 3 chevaux descendirent la pente. C'était le shérif et 2 adjoints. Le shérif mit pied à terre. Il tenait un vieux carnet dans sa main. « Je me demandais depuis longtemps pourquoi tu étais si pressé de cacher cette fille, Benoît. » Il s'approcha sans peur, croisa Joris du regard, puis s'adressa à Élise à travers la porte entr'ouverte. « Ton prénom est Élise, n'est-ce pas? Ta mère s'appelait Lona ?» Élise ouvrit la porte lentement. « Oui. » Le shérif hocha la tête. Il tendit le carnet à Takoda. « Il y a des années, une femme est venue me voir. Elle fuyait un homme cruel. Elle voulait protéger sa fille. Elle m'a laissé ce carnet, et ce médaillon. » Il sortit un pendentif identique à celui que Takoda lui avait offert. Elle m'a dit, si jamais ma fille revient ici, dites-lui qu'elle n'est pas seule. Le regard du shérif se posa doucement sur Takoda. Elle était ta cousine, n'est-ce pas? Takoda hocha la tête, les yeux brillants. Elle s'est perdue. Mais sa fille est ici. Élise sentit son cœur s'ouvrir. Une chaleur nouvelle montait en elle. Ce n'était pas juste un refuge. C'était un retour. Le shérif regarda Benoît. Tu as menti. Tu as trahi. Et maintenant, tu paieras. Benoît baissa les yeux. Pour la première fois, il ne cria plus. Et Élise, enfin, se tenait droite. Libre. Le vent soufflait doucement entre les herbes hautes. Des fleurs sauvages coloraient la plaine de jaune, de blanc et de bleu. Le soleil était chaud, mais pas dur. Le ciel semblait plus vaste ici, comme s'il voulait respirer avec eux. Élise marchait aux côtés de Takoda. Elle portait une robe simple, un panier à la main, et un foulard noué autour du cou. Le médaillon brillait doucement contre sa poitrine. Son visage était calme. Ses pas étaient sûrs. Takoda ne disait rien. Il avançait à son rythme, regardant le paysage comme on regarde une histoire ancienne. Il connaissait chaque arbre, chaque pierre. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Cet endroit, murmura Élise, je l'ai vu en rêve quand j'étais petite. Je pensais qu'il n'existait pas. C'est le cœur de cette terre, répondit Takoda. Mon père y venait pour réfléchir. Il disait que la terre ici écoute encore. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux chêne isolé. Ses racines sortaient de la terre comme des bras fatigués.
Takoda posa une main sur l'écorce. Élise fit de même. J'ai peur, avoua-t-elle. De quoi? De ne pas savoir quoi faire maintenant. J'ai fui toute ma vie. Je ne sais pas comment vivre autrement. Takoda tourna doucement la tête vers elle. Tu es déjà en train d'apprendre. Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence. Depuis le départ de Benoît, beaucoup de choses avaient changé. Le shérif avait aidé Élise à faire valoir son nom. Elle avait découvert qu'une partie des terres de Benoît appartenait légalement à sa mère. Et donc, à elle. Elle avait choisi de ne rien vendre. Elle avait choisi de rester. Chaque matin, elle aidait Takoda à nourrir les bêtes. Elle réparait la clôture. Elle cousait. Elle apprenait. Et parfois, elle riait. Mariette passait souvent. Elle parlait peu, mais se comprenait vite. Une amitié calme, sans bruit. Le soir, Élise s'asseyait seule près du feu. Elle écrivait. Ou elle chantait. Sa voix, au début timide, remplissait lentement la cabane. Takoda disait qu'elle portait l'écho de sa mère. Aujourd'hui, dans ce chant, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Elle se sentit entière. La terre avait guéri ce que les hommes avaient brisé. Et dans le silence de l'horizon, une nouvelle vie avait commencé. Si cette histoire t'a touché, écris dans les commentaires ce que la liberté signifie pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, remplis de courage, de guérison et d'humanité. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.